Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 heures, voici les principaux titres de ce journal. Les gardes-côtes djiboutiens célèbrent aujourd'hui le 7e anniversaire sous l'égide du Premier ministre. Et le ministre de l'Intérieur annonce le calendrier des prochaines échéances législatives qui se tiendront le 23 février prochain. Et shutdown, le bras de fer entre les démocrates et républicains continue au Congrès. C'était les titres, donc merci à vous de nous rejoindre. Les gardes-côtes djiboutiens ont célébré aujourd'hui le 7e anniversaire de la création de l'institution sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Ce corps qui est entièrement dédié à la surveillance du domaine maritime de la République de Djibouti. À son arrivée sur les lieux, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a été accueilli par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, et par le commandant des gardes-côtes, le colonel Waïs Omar Bogoré. Avant de prendre place à la tribune officielle, le Premier ministre a passé en revue une unité de la garde-côte. Outre le Premier ministre et le ministre de l'Équipement et des Transports, ministre donc tutelle des garde-côtes, la cérémonie a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, l'ambassadeur de l'Union européenne et de nombreux autres invités. Une démonstration donc des arts martiaux a été faite par les commandos des gardes-côtes djiboutiens. Et à l'occasion donc de ce 7e anniversaire des gardes-côtes, le colonel des gardes-côtes, donc le colonel Waïs Omar Bogoré, s'est félicité dans son discours du recrutement de 360 nouveaux jeunes après leur succès à la formation militaire. On l'écoute. Sans répit, la garde-côte djiboutienne a enregistré le début cette année le recrutement de 360 nouveaux jeunes diplômés et peut ainsi se prévaloir de leur avoir prodigué avec une réelle autonomie couronnée de succès quant à leur formation spécifique et leur formation de base, puisque les commandements et les encadrants qui ont rendu possible la réussite de ces deux formations appartenant tous à la garde-côte djiboutienne. Excellences, Mesdames et Messieurs, il m'appartient d'insister sur le fait que les activités illégales, réelles que la pêche illégale, telles que la pêche illégale, l'immigration clandestine et les contrebandes de marchandises qui constituent un frein pour l'économie nationale, à une violation pour l'intégrité territoriale, ont encore chuté depuis l'année passée, donnant raison aux patrouilles municiées et aux patrouilles permanentes des agents de la garde-côte djiboutienne, garantissant ainsi la sécurité et la sécurité au domaine maritime djiboutien et celui de la région. En effet, permettez-moi de partager avec vous ma satisfaction concernant la nouvelle dimension et la consistance du travail remarquable rendu possible par le soutien permanent du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Ouarguélé, et de son gouvernement, et la contribution et assistance continue du pays frère et ami. En matière d'infrastructures d'équipement naval, la garde-côte se félicite à l'acquisition avec les fonds du gouvernement djiboutien, cette très rapide de 10 mètres et 9 mètres, qui viennent renforcer l'armada navale de l'institution et qui font à coup sûr apporter leur
leurs pierres à l'édifice grandissant en perpétuelle évolution. La finalisation du projet de la construction des camps de Doralé par les fonds aussi financés et réalisés par le gouvernement djiboutien est désormais à portée de main à son inauguration et projetée en futur très proche. La stratégie de formation de l'institution a été une nouvelle fois et une année de priorité de l'institution. Ainsi, des centaines de nos agents ont pu bénéficier de formations à l'étranger et à l'intérieur aussi. Qu'il me soit permis d'adresser un remerciement sans équivoque au président de la République, Son Excellence M. Ismaël Marguelé, pour l'importance privilégiée qu'il porte à l'évolution de la garde-côte djiboutienne, mais aussi des soutiens inconditionnels et indéfectibles qui nous accompagnent depuis la création de la garde-côte djiboutienne et qui justifient le développement fulgurant atteint aussi peu de temps de la garde-côte djiboutienne. Et prenant la parole, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader, a longuement fait l'éloge du travail fourni et le rôle primordial que les gardes-côtes tiennent dans la sécurisation maritime. Il y a quelques années encore, notre espace maritime n'était pas moins d'un passoire. Nos côtes constituaient refuge pour tous les trafiquants de tout genre. Des bâtiments de pêche étrangers puisaient illégalement nos ressources en toute quiétude. La transgression transfrontalière des espaces maritimes existe dans toute le mer, en effet, depuis la nuit des temps, certes, mais il appartient à chaque pays à sécuriser son espace maritime et de préserver ses ressources. Il y va de la souveraineté nationale. C'est dans ces soucis de sécurisation et d'intégrité de notre espace maritime qu'a été créée cette institution de la garde-côte djiboutienne dont nous célébrons son 7e anniversaire aujourd'hui. Depuis sa création, le gouvernement n'a ménagé aucun effort en hommes et en matériel avec des lignes budgétaires de fonctionnement croissantes d'année en année. Le recrutement des agents chaque année, qui certes représente un coût assez conséquent, mais avec l'entière conviction que la souveraineté et l'intégrité n'ont pas de prix. C'est pourquoi j'appelle à la conscience de tous les hommes et des femmes constitués de cette institution au nom de la République et au nom de l'intégrité et de la souveraineté nationale que vous devez faire preuve de patriotisme et d'efficacité quant à l'exécution des missions qui vous en sont assignées. Qu'il me soit permis de rappeler aussi au commandement de la garde-côte qu'au titre des représentants de l'action des puissances publiques de l'État en mer, vous assurez la surveillance permanente de l'espace maritime national et vous devez agir en harmonie avec l'ensemble des départements ministériels à compétences maritimes. Eu égard de l'intensité quotidienne de la lutte contre toutes les formes d'activités illégales et criminelles dans les eaux sous la juridiction de la République de Djibouti, que constitue la mission de la garde-côte, s'ajoute aujourd'hui, et vous n'êtes pas sans le savoir, la situation d'insécurité qui prévaut la région, ce qui obligera à doubler d'efforts et de rester sur ses gardes. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui une centaine d'agents sont à leur première cérémonie. Nous leur souhaitons certes une bonne carrière, un avenir radieux, mais aussi nous leur rappelons qu'aujourd'hui ils intègrent une nouvelle famille et que par conséquent ils doivent vivre avec les valeurs républicaines que cette institution incarne. Je tiens à féliciter le commandant et les hommes et les femmes de la garde-côte djiboutienne qui œuvrent jour et nuit à assurer les missions qui leur sont assignées avec professionnalisme, abnégation et patriotisme. Et clôturons la série des interventions. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a salué dans son discours l'efficacité des gardes-côtes djiboutiens pour la sécurité et la sûreté maritime ainsi que la protection de l'environnement marin. Le Premier ministre a indiqué que 20 000 navires transitent par les eaux djiboutiennes et dans le détroit du Bab el-Mandeb et il est primordial de garantir la libre circulation des biens et des personnes. On l'écoute. Je suis heureux de me retrouver parmi vous pour fêter ce 7e anniversaire de la création des gardes-côtes. 7 ans, cela paraît peu, mais je me réjouis d'avoir pu constater tout au long de l'année votre
efficacité dans les multiples actions que vous avez conduites, afin de participer avec vos moyens à l'action de l'État en mer dans les domaines de la sécurité, de la sûreté maritime, mais ainsi que la protection de l'environnement marin. Avec votre création, le dispositif national de surveillance et de protection de nos frontières maritimes a été parachevé. Ainsi, on constate la concrétisation de la vision du président de la République de doter les pays des moyens de garantir la sécurité et la sûreté de notre espace maritime. Dans ce nouvel environnement stratégique, le transport maritime constitue le socle des échanges des biens, avec 90% des marchandises qui transitent par la mer sous la forme de matières premières, des produits manufacturés ou encore des flux énergétiques. L'espace maritime mérite donc une attention soutenue et doit être sécurisé dans la zone sensible des transitions entre la haute mer et le littoral. Cette préoccupation n'est pas seulement celle des nations côtières, mais aussi celle des pays enclavés qui possèdent un droit d'accès à la mer. L'espace maritime représente donc un enjeu économique, social et sécuritaire majeur pour notre pays. D'ailleurs, pour la République de Djibouti, qui possède une position stratégique exceptionnelle avec le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb et de la capacité et le débouché maritime des pays voisins enclavés, l'espace maritime représente une opportunité de développement considérable. C'est ainsi que la République de Djibouti doit faire face à de nombreux défis sécuritaires qui sont, d'un point de vue maritime, l'instabilité régionale, le contentieux frontalier, les mouvements des populations, les trafics en tout genre, le terrorisme et la piraterie. De plus, les troubles qui se produisent au Yémen, l'instabilité au Sud-Soudan et la situation en Somalie sont autant d'événements qui génèrent des risques pour notre pays. En conséquence, les eaux territoriales requièrent un dispositif de surveillance robuste qui coordonne l'emploi des moyens maritimes et serve d'interface avec les services de sécurité à terre. C'est ainsi qu'il est primordial de garantir le libre accès de circulation des biens et des personnes dans les eaux djiboutiennes et dans les détroits de Bab el-Mandeb où transitent plus de 20 000 navires par an. D'ailleurs, notre économie tirée par les activités portuaires est aussi une des raisons qui ont motivé la mise en place de cette force des gardes-côtes qui assure jour et nuit, dans toutes les conditions, l'intégrité des complexes portuaires. C'est ainsi que le prépositionnement des moyens appropriés vous avez réduit les délais d'intervention. Commandant des gardes-côtes, je vous encourage à poursuivre inlassablement la formation de vos personnels, car c'est l'assurance de l'aptitude au bon exercice de vos missions. Aujourd'hui, vous disposez des moyens d'intervention rapide qui ont été mis à votre disposition par des pays amis. Et j'en profite aussi pour exprimer la reconnaissance et la gratitude du gouvernement de Djibouti à l'ensemble des partenaires internationaux, notamment le Japon, mais également les États-Unis, l'Arabie saoudite, la Chine et l'Union européenne pour le soutien qu'ils font preuve à l'égard des gardes-côtes djiboutiennes. Et après les discours officiels, le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant des gardes-côtes djiboutiens, donc a reçu des mains du Premier ministre la médaille de la défense du territoire avec une palme de bronze. Ensuite, le ministre de l'équipement et des transports a décerné au commandant donc, Mohamed Adawa Mohamed la médaille d'honneur de la nation avec palme de bronze. Plusieurs personnels donc civils et contractuels ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national du 27 juin. La cérémonie donc du 7e anniversaire de la création des gardes-côtes a pris fin autour d'un déjeuner au bord de la mer et une parade navale où se déroulait donc sous les yeux des officiels. Et durant cette parade navale, donc les gardes-côtes djiboutiens ont présenté leurs moyens navals donc aux officiels présents à cette cérémonie. Les moyens donc présentés sont le patrouilleur Ali Oudoum, les patrouilleurs
P5, P6, le patrouilleur Defender 1 de type Zodiac, 2 patrouilleurs rapides de 11 mètres de long, 6 vedettes légères engagées donc dans les opérations quotidiennes de patrouilles de surveillance maritime, des installations portuaires et enfin 6 embarcations légères qui sont donc principalement utilisées pour les missions d'intervention dans les eaux peu profondes de la surveillance des plages. En nouvelle nationale toujours, à l'approche des élections législatives du 23 février prochain, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a dans une déclaration faite devant la presse aujourd'hui, annoncé le calendrier du déroulement des élections. Dans un premier temps, le ministre de l'Intérieur a indiqué que toutes les dispositions ont été prises au niveau de son département pour la tenue de ces élections dans les meilleures conditions, à savoir la révision des listes électorales ainsi que les dispositions au niveau des bureaux des votes. On écoute le ministre. C'est toujours avec le sentiment de devoir et de fierté que je m'adresse à vous, mes chères citoyennes et citoyens, à chaque échéance électorale que j'ai l'honneur de superviser en ma qualité de ministre de l'Intérieur. À ces propos, qu'il me soit permis, à l'entame de mon propos, de réitérer mes vifs remerciements à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, pour sa confiance en me nommant à la tête de cet important département. Depuis son accession à la souveraineté nationale, notre pays a régulièrement tenu des échéances électorales à intervalles réguliers et s'est enrichi au fil des années des leçons et expériences engrangées en matière de gestion du processus électoral. Et comme vous le savez, cette année, nous nous apprêtons à organiser le vendredi 23 février 2018 des élections législatives. Ces scrutins législatifs revêtent une importance particulière et suscitent enthousiasme et engouement au sein de la population. En effet, la promulgation d'une loi portant le quota des femmes élues à l'Assemblée nationale à au moins 25% ouvre de nouvelles perspectives et confère à ces scrutins législatifs une atmosphère singulière. Initiée par le président de la République, cette loi permettra sans doute l'entrée d'un nombre significatif de femmes dans l'hémicycle ainsi que dans les diverses instances décisionnelles. En ce qui concerne les préparatifs en vue de l'organisation du scrutin législatif du vendredi 23 février 2018, l'administration du ministère de l'Intérieur a entamé les préparatifs de ce processus électoral depuis un certain temps. En effet, ces préparatifs ont débuté par la révision du fichier électoral, opération qui s'est déroulée du 12 avril au 30 septembre 2017. Cette ouverture exceptionnelle du fichier électoral, décidée par décret présidentiel numéro 2017-138 PRMI, a permis à nos concitoyennes et concitoyens non inscrits sur les listes électorales et âgés de 18 ans révolus au jour du scrutin de s'inscrire dans leur commune ou région de résidence. Pour le nombre sur la liste électorale, pour le nombre d'inscrits sur la liste électorale, il est de 194 169 électeurs sur l'ensemble du territoire. Ils se répartissent comme suit. Djibouti, 125 689. Dikil,
19 513, Arta 8 355, Ali Sabier 13 801, Obok 9 920, Tadjoura 16 891. Le nombre de bureaux de vote retenus à la suite des découpages électoraux effectués par la direction des élections, en étroite collaboration avec les autorités préfectorales, est de 468 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Ces bureaux de vote se répartissent ainsi: Djibouti, 269 bureaux, Atta, 23 bureaux, Ali Sabier, 38 bureaux, Dikil, 57 bureaux, Tadjoura, 48 bureaux, Obok, 33 bureaux. L'emplacement et la répartition des bureaux de vote répond au souci de faciliter l'accès des électeurs à leur lieu de vote tout en leur garantissant une meilleure fluidité lors du vote dans les bureaux. Ainsi, chaque bureau de vote ne comprend pas plus de 500 électeurs. La distribution des cartes électorales a commencé sur l'ensemble du territoire national. Elles sont disponibles à Djibouti-Ville et dans les préfectures des régions, ainsi dans les sous-préfectures, et pourront être retirées matin et après-midi. Chaque échéance électorale, qu'elle soit présidentielle, législative ou locale, représente une formidable opportunité pour chaque citoyenne et citoyen électeur de faire entendre sa voix. Car les élections demeurent incontestablement le meilleur moyen garantissant au peuple une expression libre et démocratique par le renouvellement de leurs représentants. Et le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a par ailleurs annoncé que les cartes d'électeurs sont d'ores et déjà disponibles dans toutes les préfectures, sous-préfectures et bureaux de vote, et que l'administration préfectorale a été renforcée pour assurer une distribution optimale. Le ministre de l'Intérieur a à cette occasion invité ses concitoyens à ne pas attendre le dernier jour pour récupérer leur carte d'électeur afin de s'acquitter de leur devoir de citoyen. Tous, mes chers concitoyennes et concitoyens, à récupérer dans les meilleurs délais vos cartes d'électeurs pour vous acquitter de votre droit inaliénable de citoyen. À noter en outre que la période de dépôt des candidatures prendra fin le jeudi 25 janvier 2018. Je rappelle pour mémoire que les listes des candidatures sont déposées en double exemplaire au ministère de l'Intérieur. Seuls les partis politiques ou groupements de partis politiques sont habilités à présenter des candidats. La liste des candidatures doit mentionner les noms, la profession, la date et le lieu de naissance des candidats ainsi que le lieu de leur domicile. Elles doivent être accompagnées un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un extrait d'acte de naissance, un certificat de résidence, ainsi que des précisions sur le titre de la liste, l'emblème et la couleur choisie pour l'impression des bulletins de vote. En application de l'article 1er de la loi numéro 219 AN 18 7e législature du janvier 2018, les partis politiques ou groupements de partis politiques concourant à l'expression du suffrage doivent présenter des listes comprenant au moins 25% des femmes à des positions éligibles.
Toute liste établie en violation de l'article précité est irrecevable. Lors du dépôt, il est immédiatement délivré au déposant de la liste un récépissé provisoire. La délivrance d'un récépissé définitif intervient après la validation de la candidature et le versement auprès du trésorier payeur national d'une caution de 500 000 francs Djibouti par candidat. Quant à la campagne électorale, elle débutera le vendredi 9 février 2018 et prendra fin le mercredi 21 février 2018 à 0 heure. Toutes les dispositions administratives et sécuritaires seront prises pour que la période de la campagne électorale se déroule sereinement. Chères citoyennes et citoyens, je saisis l'occasion de cette allocution pour réaffirmer l'engagement de l'administration du ministère de l'Intérieur à œuvrer aux côtés des autres institutions concernées par le processus électoral pour que ces élections législatives se déroulent dans de bonnes conditions, de manière libre, transparente et crédible. Comme mentionné plus haut, à chaque scrutin, notre pays renforce et consolide sa démocratie et veille à sauvegarder jalousement les acquis démocratiques engrangés. Vive la République de Djibouti, vive le peuple djiboutien et que la démocratie gagne. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et les membres de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, ont effectué aujourd'hui une tournée à la préfecture de Djibouti-Ville et dans plusieurs arrondissements, afin de s'enquérir des dispositions prises pour la distribution des cartes d'électeurs, et ce en prévision des prochaines législatives prévues vendredi 23 février. Alors Ali, comment se déroulait cette tournée de la CENI? Effectivement, donc la commission conduite par son président Dini Mohamed Burhan s'est rendue tout d'abord à la préfecture où elle a pu s'entretenir avec le préfet du Djibouti-Ville, Ousmane Bilegiri. Ensuite, la commission s'est dirigée vers le 4e arrondissement afin de vérifier l'état des préparatifs en vue de remettre les cartes électorales aux concitoyens en âge de voter. Sur place, les membres de la CENI ont été accueillis par le sous-préfet du 4e arrondissement, Awale Chidé Farah. Donc toutes les dispositions semblaient avoir été prises, Ahmed, afin que le vote se déroule normalement. Plusieurs bureaux ont été inspectés et des questions posées aux agents en fonction qui demeurent donc sereins et sont prêts à répondre aux demandes des électeurs. Puis les membres de la CENI se sont dirigés donc au 5e arrondissement pour également contrôler l'état des préparatifs. Ils se sont entretenus sur place en premier lieu avec le sous-préfet du 5e arrondissement Daoud Koumané. Le scrutin pour les prochaines élections législatives est prévu pour le dernier vendredi du mois de février, soit le 23 février 2018. D'après les statistiques que le sous-préfet nous a remis, les cartes avancent très bien, les distributions avancent très bien depuis hier. Et j'appelle à ceux qui n'ont pas encore retiré de venir retirer et d'exprimer leur voix à qui il veut, mais ils doivent exprimer leurs droits de citoyens. Alors Ali, toutes les circonscriptions de Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur vivent également la même ferveur afin que soit respecté dans les délais le déroulement des prochaines législatives. Eh bien ainsi à Arta, toutes les mesures ont été prises pour le découpage, la signature et la distribution des cartes des votants. Eh bien, ces préparatifs se déroulent sous la supervision du préfet de la région d'Arta, Abdullah Darar. Les membres de la commission nationale électorale indépendante ont été subdivisés en plusieurs équipes afin de s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs. Eh bien, l'échéance s'approche
à grands pas. Les cartes d'électeurs pour l'ensemble de la région d'Arta ont été signées, tamponnées, découpées et regroupées. Elles seront à présent remises donc aux électeurs qui doivent s'empresser de les récupérer afin que le taux de participation soit satisfaisant. Le vote est un droit civique et citoyen que tout adulte en âge de voter se doit d'accomplir, en sont cependant donc privés ceux qui ont été condamnés par la justice de la perte de leurs droits civiques une période donnée. La préfecture d'Arta a en outre mis sur pied donc une équipe mobile pour la distribution des cartes d'électeurs dans les zones donc reculées de la région. Merci Ali pour toutes ces précisions. Et dans le cadre de la Semaine nationale de l'action sociale, le secrétariat d'État aux affaires sociales a organisé hier au Sheraton Hotel un atelier de sensibilisation sur la protection de l'économie donc sociale et solidaire, l'USS. Une semaine durant, une campagne de sensibilisation est menée avec pour thème comment assurer une protection sociale inclusive. Il s'agit entre autres d'inciter les gens à sortir de leur précarité et de leur offrir des moyens de devenir financièrement indépendants en créant des activités génératrices de revenus, et telles que l'artisanat, la gestion d'une cabine téléphonique ou en créant tout simplement des coopératives agricoles et des petites écoles privées. Les gens qui se prennent en charge seront appuyés par le département des affaires sociales. Cet atelier a été présidé par la secrétaire d'État aux affaires sociales Mouna Ousmane Aden et a également vu la participation du ministre de l'économie et des finances Ilyas Moussa et du ministre de l'habitat donc Moussa Mohamed Ahmed, du secrétaire général du ministère de la décentralisation, du directeur de la CPEC ainsi que plusieurs coopératives ont également pris part à cet atelier. À la fin de la cérémonie, 4 coopératives les plus actives ont été récompensées à cette occasion, à savoir la coopérative artisanale, la culturelle pour les personnes handicapées, la coopérative chaud et froid, la coopérative Cartier Group et enfin la coopérative 5 étoiles. L'économie sociale et solidaire. J'étais très agité à côté de ma collègue parce que ce matin, une équipe d'experts vient d'arriver donc à Djibouti dans le cadre du centre de l'incubation. On appelle ça le centre d'entrepreneurship and leadership. L'entrepreneuriat et le leadership, c'est comme ça qu'on l'a intitulé désormais. Et qui, pour certains d'entre vous, ont eu l'occasion de discuter. Et je leur ai demandé d'annuler toutes les réunions qu'ils avaient immédiatement pour nous rejoindre. Parce que je crois qu'ils vont tirer beaucoup d'informations et d'échanges avec vous en écoutant l'expertise de certains d'entre vous. Et à présent, je vous propose de suivre l'intervention de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden. Dans le cadre de la semaine nationale qui porte cette année sur le thème de la protection sociale inclusive, le thème a été vraiment bien choisi parce que l'année dernière, on a célébré cette journée en janvier 2017 et il fallait qu'on parle d'un thème de sortir de l'assistanat vers l'autonomisation. Et cette année, on a choisi la protection sociale inclusive parce que tous les efforts qui ont été fournis durant cette année sont allés vers l'autonomisation et c'est la preuve aujourd'hui que vous avez autour de ces tables des gens qui peuvent produire quelque chose, qui peuvent construire quelque chose pour sortir des difficultés économiques qui s'imposent. Donc pour moi, j'ai vraiment tenu à donner une place importante à l'économie sociale et solidaire pour plus d'une raison. Par ses prérogatives, ce département ambitionne de réduire la pauvreté et de permettre à notre population une meilleure intégration socio-économique. Pour cela, nous avons développé et mis en place plusieurs instruments. Il y avait le transfert monétaire, il y a la microfinance, il y a les travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui ont tous donné des résultats probants, mais ont eu des impacts socio-économiques très importants, mais pas assez suffisants. Et vu le caractère multidimensionnel de la pauvreté, nous sommes en perpétuelle recherche des solutions pérennes pour des groupes marginalisés. Alors il est temps de créer un environnement propice au développement des associations ou mutuelles à caractère lucratif, ce que la loi 1901 ne permettait pas. En vue de développer et de soutenir ce secteur, le ministère a proposé une loi définissant les coopératives en République de Djibouti en 2013.
Donc la coopérative qui est une personne morale regroupant des personnes physiques qui ont des besoins économiques, sociaux ou culturels. Selon la définition de l'Organisation internationale du travail, l'économie sociale et solidaire désigne des entreprises et des organisations, en particulier les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations et les entreprises sociales. Ces structures qui relèvent de l'ESS ont comme spécificité de produire des biens, des services, des connaissances, tout en poursuivant des objectifs à la fois économiques et sociaux et de promotion de la solidarité. Et de là, nous passons à l'actualité africaine et internationale. Alors, Ali, la légende du football, George Weah, prête serment ce lundi comme nouveau président du Libéria après avoir donc promis d'améliorer l'emploi et l'éducation, soulevant également l'espoir d'améliorer la vie dans ce pays ouest-africain 15 ans après d'atroces guerres civiles. George Weah, après donc succède à Ellen Johnson, première femme élue chef d'État en Afrique en 2005, qui quitte donc le pouvoir, Ahmad, après 2 mandats consécutifs de 6 ans chacun. L'investiture ce lundi va marquer la première transition démocratique au Libéria depuis 1944 lors d'une cérémonie prévue au stade Samuel Doe, près de la capitale Monrovia. Les chefs d'État du Ghana, du Mali, du Nigeria et du Togo sont attendus donc à cette cérémonie d'aujourd'hui, ainsi que des amis de l'ancien collègue footballeur de George Weah, 51 ans, l'ex-attaquant vedette de Monaco, du PSG et du Milan AC. Weah a été désigné le meilleur footballeur, on le sait, mondial par la FIFA. Il a remporté le ballon d'or attribué au meilleur joueur de foot de l'année 95. Il est le seul Africain à avoir donc remporté cette récompense. Et allié également aux États-Unis, shutdown, donc le bras de fer entre démocrates et républicains continue au Congrès. Le vote du Sénat américain susceptible de mettre fin au shutdown donc a été reporté à aujourd'hui, donc entraînant la poursuite de la paralysie du gouvernement fédéral. Les États-Unis se préparent à subir de plein fouet aujourd'hui les effets de la fermeture partielle de l'administration fédérale à l'issue d'un week-end de tractations infructueuses entre républicains et démocrates, initialement prévu dans la nuit. Le vote du Sénat qui pourrait permettre de mettre fin au shutdown, entré en vigueur samedi matin, a été reporté à lundi matin. Dénonçant donc cette erreur de calcul aux proportions gigantesques de la part des démocrates, eh bien, un compromis, Ahmad, évoqué par les républicains consisterait à voter un budget temporaire jusqu'au 8 février en s'engageant à aborder la question de l'immigration dans les plus brefs délais. Les derniers shutdowns remontent à 2013, on le sait, sous l'administration du président démocrate Barack Obama. Il avait duré 16 jours. Merci Ali pour ces explications. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.